contenu fait partie de mon cours Excel Macro VBA que je propose sur Udemy. Je vous invite à aller voir la page de description. Le lien est dans la description de cette vidéo. Dans ce cours, que vous soyez débutant ou avancé, vous y apprendrez comment il faut travailler avec les bonnes habitudes et tout ce qu'il vous faut comme ressources, que ce soit des ressources téléchargeables, les fichiers utilisés pour les manipulations et aussi des cas pratiques concrets à traiter. N'hésitez pas à lancer les vidéos gratuites pour avoir une idée du contenu. Dans cette partie, nous allons traiter le cas des boucles. Alors, nous allons concrètement déjà définir ce que c'est qu'une boucle et aussi comment est-ce qu'une boucle, donc un traitement, va se répéter et qu'est-ce qui fait que ce traitement se répète. Et on va traiter donc les différentes formes principales des boucles, à savoir donc la boucle while when, la boucle do loop, la boucle for avec un compteur et next, et finalement for each. On fera bien la distinction entre ces différentes familles, puis on va approfondir en voyant en fait la syntaxe de ces différentes boucles. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une boucle? Ce n'est rien d'autre que la répétition automatique suivant une condition ou certains critères d'un bloc de code. C'est-à-dire qu'on a un bloc de code à exécuter, on peut avoir besoin de l'exécuter pour chacune des lignes du tableau par exemple. Donc ce sera grâce à une boucle qu'on pourra le faire. Alors combien de boucles est-ce qu'on en a? On a principalement trois formes différentes. Donc la première forme c'est deux boucles, soit while when ou la boucle do loop. Ces deux sont très similaires au niveau de la syntaxe. Et la particularité de ces boucles, c'est que c'est surtout l'état du document, donc l'état de vos données, l'état de votre tableau, qui vous permettra en fait de désigner la condition pour continuer ou arrêter la boucle. On a une deuxième boucle, c'est la boucle avec un compteur, donc qui s'écrit for suivi du compteur et qui finit avec next compteur. Celle-ci permet en fait de faire répéter un bloc de code un certain nombre de fois. Donc là, c'est l'utilisateur qui va préciser le nombre de fois qu'il veut que le code s'exécute. C'est tout. Et la dernière forme, for next, donc for each, next, c'est une boucle qui s'appuie plutôt sur la notion de collection. Donc en fait, cette boucle permettra de réappliquer ou d'exécuter un même bloc de code pour chaque élément faisant partie d'une collection qu'on a eu à définir précédemment, tels que worksheets, l'ensemble des feuilles du classeur, rows, l'ensemble des lignes d'un tableau ou d'une feuille, workbooks, l'ensemble des classeurs ouverts et ainsi de suite. Donc voilà les trois formes différentes. On va bien sûr prendre le temps de regarder laquelle nous convient dans quel contexte et on va en fait aussi détailler un tout petit peu la syntaxe dans les vidéos qui vont venir. Dans cette vidéo, nous allons traiter le cas de la boucle while when. Alors c'est la boucle, la première qu'on apprend à utiliser, c'est la plus simple à mettre en place, puisqu'elle s'applique facilement à des mises en forme enregistrées par exemple, pour une ligne, et on peut mettre en place cette boucle pour automatiser la répétition de mise en forme ligne à ligne d'un tableau, par exemple. Alors la syntaxe est la suivante, c'est while, condition, puis instruction, puis while. Alors, c'est que vous devez en fait écrire le mot-clé while et en face la condition à vérifier pour répéter les instructions qui seront en fait toutes listées en dessous de while avant d'arriver sur when. Le fonctionnement est le suivant. Tant que la condition écrite en face de while est vérifiée, les lignes de code, donc toutes les instructions dans ce bloc seront répétées. Quand le programme va arriver à la ligne when, il va retourner encore à la ligne while pour vérifier si la condition est vérifiée. Voilà pourquoi on parle de boucle. C'est un traitement qui se répète en boucle jusqu'à ce que la condition en face de while ne soit plus vérifiée. Et à ce moment-là, le programme va sauter toutes les instructions et continuer après while en dessous, s'il y a autre chose. Alors on va regarder cela. Le besoin est le suivant. Donc pour un gain de temps, le petit code est déjà écrit, je vous l'explique. C'est que là, c'est un ensemble donc, de lignes à traiter. Et les lignes déjà traitées ont la mention traitée dans la colonne E. Et mon besoin est de barrer simplement toute la ligne si elle est traitée.
Donc on peut le faire à la main comme ça. Sinon on peut enregistrer une macro pour regarder un tout petit peu le nom de cette propriété. Donc ligne barrée, donc texte barré, c'est la propriété de texte, donc c'est font.strike_true. Et qui est barré si c'est à vrai, donc true, et sinon à false si c'est pas barré. Alors le code, je vous l'explique, c'est simple. C'est un test conditionnel qui est mis par rapport à ma ligne, à ma cellule qui est sur la colonne E de la cellule sélectionnée. Bien sûr, avant de lancer mon code, je vais me placer dans la ligne en question, peu importe l'endroit. Et si la cellule E de la colonne E contient le mot traité, alors le code en dessous s'exécute. Et le code en dessous, qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement barrer en fait la plage qui part ici de la cellule de la même ligne de la première colonne jusqu'à la cellule de la même ligne de la 5e colonne, à savoir dans notre cas depuis A4 jusqu'à E4. Donc voilà ce que fait le code. Donc actuellement pour le tester on se met dans une autre ligne traitée, si je clique, ça s'exécute bien. Si je mets dans une ligne qui n'est pas traitée, puisque la condition n'est pas vérifiée, ça le saute. Il y a déjà une vidéo qui traite de la fonction donc, conditionnelle if au-dessus. Pour ceux qui ne la connaissent pas, essayez donc de remonter voir cette vidéo avant de continuer si vous vous posez des questions sur if. Bien sûr, on va l'approfondir après ce module. Et donc vous voyez, quand le traitement n'est pas vérifié, on saute le bloc de code, simplement. Alors maintenant, mon besoin est le suivant, c'est de répéter ce traitement de la première ligne de mon tableau jusqu'à la dernière ligne de mon tableau. C'est là où va intervenir les boucles. Donc la boucle while when, comment l'écrire? Il faudra juste écrire le mot-clé while et écrire la condition à vérifier. Je vais revenir dessus. Donc je vais écrire mon when en dessous pour ne pas l'oublier. Voilà. J'idente le code. Et là, ce que je veux, c'est que mon code s'exécute tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de mon tableau. Donc j'ai un moyen simple, c'est que toutes mes lignes sont numérotées. Donc quand on arrive à la première cellule vide, il faut s'arrêter. Mon code ici est censé donc vérifier si la cellule de la première colonne est vide ou pas. C'est tout. Donc ici, on l'a déjà écrit, c'est la cellule de la même ligne, mais de la première colonne, non vide, c'est inférieur, supérieur, suivi du guillemet, non vide. Très bien, donc si la cellule en question de la ligne de la première colonne n'est pas vide, on fait ce traitement. Ok. Alors on va essayer. Je mets donc sur mon tableau, je vais annuler ma mise en forme pour voir l'effet. Et ok. Donc je mets dans la première ligne pour que le traitement commence à partir de là. Et je fais des essais. Donc la première cellule, voilà, vous voyez, donc c'est la valeur 1, n'est pas vide. Donc il vérifie, est-ce que c'est marqué traité? Oui, il barre. Et c'est tout. Ensuite, il va retourner à while. Mais qu'est-ce qui va se passer là? C'est qu'il est toujours sur la cellule de ma première ligne. Donc dans ma boucle, quand on prépare une boucle, avec while when, il faut impérativement trouver un moyen de faire évoluer le code sur la deuxième ligne. Donc d'où le fameux décalage de cellules. Pourquoi? Parce que ici, si je continue, il va incessamment continuer à traiter la première ligne. C'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Quand vous créez une boucle infinie, si vous l'exécutez, le système ne s'arrête plus. Et vous devez enfoncer la touche Escape ou Échappe pour bloquer le code à un certain moment. Donc, une fois qu'on finit de traiter la ligne, il faut passer à la suivante. Du coup, là, ce sera ActiveCell.offset. Donc, on va se décaler d'une ligne, la colonne étant facultative, et on va sélectionner cette cellule. Et voilà, là, le code va évoluer cette fois. Donc, il va passer à la ligne en dessous et refaire le même traitement. Et à chaque fois, c'est cette ligne qui permet de faire évoluer le traitement. Donc c'est la forme de mon document qui va permettre maintenant au système de s'arrêter quand il va arriver à la ligne en dessous. Donc je continue. Très bien, prochain décalage, on y est. Donc la prochaine cellule, qui est la 10 en fait, c'est une cellule qui est vide.
Donc il va effectuer son test, et puisque c'est faux, il va sauter tout cela. Et voilà. Donc il sort directement de la boucle. Donc voilà un tout petit peu la mise en place d'une boucle while when, à savoir que ici, c'est la structure du document qui permet en fait de s'appuyer sur cette boucle ou pas. Exemple, si par exemple ce numéro était vide, à votre avis, où va s'arrêter le traitement? Alors c'est simple, hein, on y va. Voilà. Et voilà. Parce que justement, il n'y a pas de valeur là. Donc la première condition s'est arrêtée. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins intéressante que d'autres boucles, c'est juste pour comprendre que c'est la structure de votre document qui maîtrise l'évolution ou l'arrêt complet à ce niveau du traitement. Dans cette vidéo, nous allons traiter le cas de la boucle do loop, qui est très similaire à while when que nous avons vu, mais qui offre plus de possibilités, qui sont au nombre de 4. Et donc chacune a un fonctionnement différent. Alors la première boucle, c'est la boucle do while avec la condition, les instructions au milieu et loop à la fin. C'est une boucle en fait qui sert à effectuer, à faire exécuter donc l'ensemble de nos instructions tant qu'une condition est vérifiée. Donc on va regarder ça de près. Le code présent a déjà essayé et a été testé avec while when. Donc ce qu'on va faire, on va se créer ici une procédure qui sera do while loop. Ok, on va vérifier, c'est bien do while loop. Ok. Donc ici, voilà l'ensemble des instructions à répéter. Et ce qu'on va faire, c'est simplement mettre en place la boucle qui va permettre de répéter ces opérations. Donc c'est un do while ici et un loop à la fin. Ok. Très bien. Donc ici, le système va vérifier quoi? Il va vérifier en fait que tant que le numéro existe, de répéter ces opérations. Donc finalement, ici, ce sera la même chose. On va vérifier cela. Alors, pour gagner un peu de temps, pour effacer à chaque fois la mise en forme avant de commencer, on va effacer donc tout ce qui est police, propriété de police. Cette même propriété, on va la remettre à 0, mais pour tout le tableau. Donc ce sera active cell, current region. Et on va lui dire, pour tout le tableau, tu le mets à false. Comme ça nous évitera de l'effacer à la main. On va tester cela à la main, pas à pas. Donc, oui, autant pour moi, il faudra que je me remette au début. Sinon, le traitement va commencer à partir de cette ligne. Alors, donc c'est parti. Alors, ici, il retrouve bien ma ligne, très bien. Donc finalement, ça fonctionne de la même façon. Au démarrage, il va vérifier est-ce que la cellule portant les numéros de la ligne est vide ou pas. Et le traitement va continuer. Du coup, cette boucle do while puis loop est très similaire à while when. Et la sortie sera en fait pareil. Voilà. Donc, c'est une boucle qui est très similaire en fait à ce niveau, au niveau de la structure. C'est juste la syntaxe qui change. Donc, while when, ici, avec la condition au-dessus, on va dire qu'elle sera carrément identique à do while loop, qui va se lire tant que la condition est vérifiée, tu répètes l'opération. Très bien. Alors la deuxième syntaxe, elle va plutôt nous permettre d'écrire une condition opposée. C'est do until, ensuite loop. C'est une boucle qui va s'exécuter jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. La précédente était une boucle qui s'exécutait tant qu'une condition est vérifiée. Alors, ici, donc on va se créer encore une autre procédure qui sera une do until puis loop. Très bien. Alors, les instructions sont les mêmes. Ce qui va changer, c'est la syntaxe à ce niveau. Donc, do until. Alors, par contre, ici,
Voilà, je vais l'écrire aussi, je reviendrai sur la condition. Très bien. Ici, on est en train de lui dire de répéter l'opération jusqu'à ce que... Alors ici, on a des numéros des lignes sur lesquels encore on peut s'appuyer. Donc on va lui dire de répéter l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de numéro de ligne. Donc ce sera plutôt l'opération inverse, jusqu'à ce que le numéro de ligne soit non renseigné, soit vide. Très bien. Donc du coup, je récupère aussi cette ligne qui permet de gagner du temps. Voilà, c'est parti. Alors, bien sûr, encore l'erreur, je dois me mettre sur la première ligne. Et on verra l'intérêt des autres boucles pour cette histoire de position. Alors, ça donne quoi? Ça marche, très bien. Et donc, on y va à la 6e, à la 7e. Ok. Donc là, on n'a plus de numéro. On va vérifier ce qui va se passer. Et ça sort aussi. Donc là, c'est simplement en fait la condition à vérifier qui change. La logique du traitement en fait reste identique à ce niveau. Alors la troisième possibilité, c'est de plutôt vérifier la condition à la sortie de la boucle. Ça veut dire logiquement que là, ça va d'abord s'exécuter et se répète tant qu'une condition est vérifiée. Donc cette syntaxe-là, ce sera la syntaxe do loop while condition. Très bien. Donc ce sera, on va se créer encore une autre procédure, sub. Donc while. Voilà. Très bien. Alors bien sûr, pour gagner du temps, c'est les mêmes opérations à répéter. Ok. Alors ici, il y a un simple do à mettre en place et la condition se fait à la sortie. Donc c'est loop while. Donc on va lui demander de répéter l'opération tant qu'il y a des numéros en fait à ce niveau. Donc du coup, on lui demandera la même chose tant que la cellule ne sera pas vide en dessous. Et bien sûr, on va en profiter pour effacer avant de continuer. Alors, donc, encore une fois, je me remets dedans. Très bien. Donc, ce qui nous intéresse cette fois, c'est la sortie. Donc, tant que le numéro est renseigné, ça marche. Ça veut dire qu'ici, le système va plutôt continuer là. Il ne remontera pas au do, puisqu'en fait, à la fin, se fait le traitement de vérification. Et finalement, la même syntaxe, sauf que cette fois, ce sera until. Donc, ce code va faire répéter toutes les instructions, donc tout le bloc de code entre do et loop, jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée, simplement. Donc ici, ce sera similaire. On y va, une autre procédure. Donc do, ensuite loop et until. Donc à nouveau, les instructions qui permettent de barrer la ligne. Et alors j'ai pris un morceau, voilà, très bien. Et on va mettre en place notre structure. Donc c'est un do ici, ensuite loop until. Alors until quoi? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de numéro en fait. Donc du coup, ça va être cette condition qu'on va vérifier. Donc je me replace cette fois en bonne situation et on essaie. Alors bien sûr, j'ai oublié une ligne, celle qui permet d'effacer tout le tableau plus vite. Très bien. Donc on efface le tableau et là le traitement s'exécute sans aucune vérification puisque la vérification se fera à la fin. Très bien. Donc on y va, on essaye. Très bien, on arrive au bout. Très bien. Alors ici, il y a une condition qui va être posée. Si la cellule est vide, le traitement s'arrête. Donc, globalement, do loop et while when sont similaires, sauf que do loop vous offre plus de possibilités. Sachant que les deux dernières syntaxes ici, à ce niveau, on estime que le code s'exécute au moins une fois. Et au moins la première fois. Donc bien sûr, tout dépend de la structure du tableau ici.
Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter le cas de la boucle for avec un compteur et next. C'est une boucle qui permet en fait de faire répéter un ensemble d'instructions un nombre de fois obligatoirement qui est défini par nous. Et on utilise pour cela une variable de type numérique pour définir en fait ce compteur. Alors, la syntaxe est la suivante. Donc, il y a le mot-clé for, ensuite la variable définie comme étant un compteur, avec le point de départ, début, et jusqu'à, donc le point de fin, donc, qui permet de déterminer le nombre de fois que l'opération va être répétée, et aussi la première valeur de notre compteur et la dernière. Le step, c'est un élément qui est facultatif ici, et quand il n'est pas défini, le système incrémente automatiquement le compteur d'une unité. Donc le fonctionnement est le suivant. Les instructions entre for et next sont répétées. Donc là, c'est le principe de cette boucle. Et à chaque répétition, le système incrémente le compteur d'un pas. Donc si on définit nous-mêmes le pas, le système va appliquer le pas. Par exemple, on veut aller de 2 en 2 et non pas d'une ligne à chaque fois. C'est possible, mais si on ne précise pas le pas, le système va incrémenter notre compteur d'une unité uniquement. Et le programme prend fin lorsqu'on atteint la ligne next et que le compteur dépasse la valeur fin qui est spécifiée. Alors on va regarder ça de près. Donc nous sommes toujours sur notre besoin qui a été expliqué au-dessus. Ce qu'on va voir, c'est comment mettre en place une boucle pour répéter un traitement sur ce tableau. Donc avant de commencer, on va créer une macro qui sera for next. Voilà. Et on va définir une boucle et un compteur et on va utiliser la variable, la fenêtre des variables locales pour voir comment le système comprend tout cela. Donc je vais créer un compteur. Un compteur, c'est simplement une variable numérique. Donc là, je vais utiliser un integer. Et pour la nomenclature des variables, tout le monde y va de sa sauce pour s'en sortir au niveau de la logique de lecture. Donc très souvent, on utilise les 3 premières lettres significatives du type, voilà, qui est integer en fait. Sinon, on utilise aussi la première lettre significative. Moi, je ne le fais pas. Pourquoi? Pour donner du sens à ces variables, si on les retrouve plus loin dans le code, c'est pas difficile à identifier. Alors, compteur as integer, voilà, c'est fait. Donc la syntaxe est la suivante, c'est que je dirais for mon compteur. Compteur, c'est un mot que vous pouvez utiliser quelconque mot. On a vu les variables au-dessus, sauf les mots réservés par le système, les mots-clés en fait des objets par exemple, ou le nom d'une procédure. Donc ici le compteur va partir de la ligne 4, donc je dirais de 4 jusqu'à 9. Jusqu'à 9. Voilà, je ne précise pas le pas et je dirais next compteur. Voilà, vérifier comment il va passer ça en capital puisqu'il reconnaît la variable. Très bien. Et ici, il faudra l'ensemble des instructions qu'on veut mettre en place, c'est tout. Alors ce qui va nous intéresser ici, voilà, ce sera de voir qu'est-ce qui se passe avec ce mot-clé compteur. Donc je vais afficher la fenêtre de variable locale et je vais faire du pas à pas. Donc il initialise, voilà, on est à 0. Et dès qu'on rentre dans la boucle, la première valeur ici, vous voyez, elle est déterminée par justement mon début que j'ai spécifié. Très bien. Donc on y va. Voilà, je n'ai spécifié aucun pas et par défaut on est passé de 4 à 5. Et ainsi de suite. Quand on arrive à 9, le système passe à 10, mais sort de la boucle. Puisque je lui dis en fait systématiquement de faire le traitement de 4 à 9. Donc voilà en fait le principe du système des boucles for. C'est-à-dire que toute instruction qu'on mettra ici en place pourra bénéficier de ce compteur et de cette répétition. Alors, je vais retourner sur n'importe quelle boucle et récupérer en fait notre bloc de code ici. Et on va voir comment l'exploiter au sein d'une boucle for. Le même traitement. Donc regardez bien, avec les autres boucles, on utilisait plutôt les décalages pour pouvoir aller repérer la cellule à traiter, pour avoir le numéro de la ligne.
Ici, finalement, on n'en a plus besoin, puisque le compteur, lui, s'incrémente d'une unité à chaque fois, et en partant de là où je veux, jusqu'à là où je veux qu'il s'arrête. Donc, au lieu d'utiliser ce superfuge pour capturer le numéro de ligne, on va plutôt le remplacer par le mot-clé compteur, c'est tout. Donc, je copie mon compteur, j'enlève ce numéro de ligne, et pour la ligne à traiter, c'est pareil. Vous voyez, donc là, je vais remplacer ActiveCell par compteur. Et là, c'est pareil. Voilà. Donc, si ça marche, ce traitement, où que je me mette, puisque je n'utilise plus le ActiveCell, le système va aller traiter la ligne 4 d'abord, puis 5, et 6, ainsi de suite, jusqu'à 9. Très bien. On y va. Donc, du coup, une fois que je rentre dedans, le compteur commence à 4, qui est bien ma ligne 4. Très bien. Et ça marche. Donc, du coup, si j'exécute l'ensemble, il traite bien et il s'est bien arrêté. On n'a pas créé de boucle infinie. Pourquoi? Parce qu'à l'avance, on a contrôlé le nombre de fois où il va s'exécuter. Donc voilà simplement comment mettre en place une boucle for avec un compteur. Le compteur est incrémenté automatiquement par le système. Maintenant, on peut en profiter pour traiter par exemple un autre cas. Je voudrais supprimer les lignes traitées. Alors, du coup, au lieu de simplement changer l'apparence, je vais supprimer toute la ligne, simplement. Je ferai un clic droit, supprimer, ligne entière. Donc ici, ça revient à rows delete. Okay? Donc, on y va. Si la ligne est traitée, je voudrais la supprimer. Donc ce sera rows, donc la ligne où se trouve le compteur, .delete. Très bien. Donc on va vérifier cela, on va aller petit à petit, doucement. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un cas particulier lorsque vous êtes amené à supprimer les lignes. Alors, on y va. Il arrive, il est censé supprimer la ligne 4, celle-là. Il la supprime. Ça marche bien. Très bien. J'exécute entièrement. Il les a bien supprimés. Maintenant, que se passe-t-il lorsque j'ai beaucoup plus de lignes que cela? Donc, et avec certaines conditions où deux lignes traitées se suivent. Je le fais en direct et on va comprendre. Voilà. Et puis j'en mets une autre quelque part, par exemple là. Voilà, on va agrandir un peu le tableau. Voilà. Donc regardez bien, surveillez cette ligne-là. Je vais la mettre en rouge, comme ça, elle ne nous échappe pas. Très bien. Donc je vais exécuter mon code. Le premier va supprimer donc, la ligne 4. Très bien. Maintenant, regardez, c'est un état logique. C'est-à-dire qu'une ligne, quand on supprime la ligne au-dessus, ben, elle perd son numéro. Elle récupère le numéro de la ligne précédente. Donc la ligne qui était 5 est passée à 4, ce qui est normal. Sauf que notre code, ici, naturellement, quand il va arriver ici, il va passer à la prochaine ligne à traiter. Ça veut dire qu'il va passer traiter la ligne 5. Donc il va sauter cette ligne traitée en rouge. On y va. Vous voyez? Il est déjà à la ligne 5. Tandis qu'il devait répéter le traitement sur la ligne 4. Mais non. Donc, au fait, quand vous faites des suppressions des lignes, ça peut arriver d'avoir ce cas. En général, lorsqu'il y a des suppressions de lignes, ce qu'on fait, c'est plutôt une démarche inverse. C'est-à-dire que donc, je vais recréer la même situation. Au lieu de supprimer du haut vers le bas, on supprime du bas vers le haut. Pourquoi? Parce que si je supprime la 5, bah la 4 au-dessus ne va pas changer de numéro. Donc ça permet plutôt d'inverser le parcours de la macro. La macro va commencer son traitement à partir de la ligne 9 et remonter jusqu'à la ligne 4, ce qui nous permettra de voir un autre mode de syntaxe. Alors, la syntaxe est exactement la même. C'est là où le pas sera utile, ici. Le pas, on mettra en fait d'abord le point de départ, ce sera 9, et le point de fin, ce sera 4. Et à ce niveau, il faut spécifier le pas,
qui sera de moins 1. Donc on va partir de 4, de 8, de 9 plutôt, ensuite 8, 7, ainsi de suite. Donc le système fera moins 1 à chaque fois. Voilà en fait l'intérêt du step, dans ce cas précis par exemple. Alors, on va essayer voir. Donc ici, voilà, il est bien à la ligne 9. Ok. Et la prochaine occurrence, vous voyez, il traite la ligne 8. Et s'il supprime la ligne 8, bah, ça ne nous dérange pas puisque les autres ne bougent pas. Voilà. Et là, il continue au-dessus, simplement. Donc à ce niveau, vous allez remarquer que les traités vont réellement sauter, sans aucun souci. Donc voilà un tout petit peu l'intérêt de la boucle for. Donc vous pouvez faire un parcours du haut vers le bas ou du bas vers le haut, moyennant donc la fonction step. Et pour toutes les boucles, vous avez la possibilité de préparer une sortie qui est, on va dire, prématurée. C'est-à-dire à un certain moment, vous voulez que le système s'arrête. Donc, pour s'arrêter sans faire l'ensemble du traitement, on utilise la syntaxe exit for. Alors, je vais supprimer cela. Et je voudrais dire que dès qu'il supprime une ligne, qu'il s'arrête, par exemple. Donc, il faudra que mon exit for soit juste après la suppression. Et bien sûr, si on a des conditions plus complexes, il suffit juste de les mettre en place dans la boucle et de mettre l'exit for en fait au niveau de la condition. On traitera des cas, des conditions les plus avancées plus loin dans un autre module avec des select cases, avec tous les conditionnements possibles. Donc, ce qu'on dira ici, c'est que voilà, très bien. Dès qu'il aura supprimé la première ligne, il va sortir. Très bien, on va essayer. Donc ici, il détecte la première ligne, ligne 9, qui est bien là, qui est à supprimer. S'il la supprime, quel sera l'effet maintenant de cet exit for? Il y a bien sûr beaucoup d'autres lignes à traiter. Et bien, ça le fait sortir directement. Il abandonne tout le traitement en bloc. Donc voilà un tout petit peu les sorties prématurées avec la boucle for. Donc c'est un système qui peut être beaucoup plus facile à mettre en place, car le compteur peut être utilisé pour redéfinir facilement les adresses des cellules à attaquer. Dans cette vidéo, nous allons traiter le cas de la boucle for each next. Alors, cette boucle est particulière puisqu'elle permet d'attaquer les éléments, donc items, d'une collection. L'ensemble des éléments de la collection qui sera passé en paramètre. Donc, la syntaxe est la suivante. Ce sera for each, une variable objet obligatoirement, puisqu'elle va représenter un objet d'une collection, in collection, et ensuite les instructions avant next. Et c'est le système qui se charge de parcourir les éléments de la collection un par un. Donc le fonctionnement est le suivant. Toutes les instructions, donc tout bloc de code qui se situe entre for each et next, va en fait être exécuté en parcourant les éléments. Donc le for each sert à passer d'un élément au suivant. Les éléments sont parcourus dans l'ordre d'organisation interne à la collection et la boucle prend fin lorsqu'on arrive en fait à la fin, au dernier élément de la collection. Donc c'est pas nous qui précisons la position des éléments attaqués, mais c'est un système interne qui se charge de les parcourir. Contrairement à for avec un compteur, on n'a pas à définir un point de début ni un point de fin, mais on doit définir un objet, une variable objet, et une collection à parcourir. Alors on va regarder ça de près. On va se créer donc une macro donc for each. Voilà. Et le besoin est le suivant, ce serait de faire le même traitement que les structures précédentes. Donc je vais simplement copier le bloc de code qu'on a eu à répéter. Et on va voir comment le faire dans for each, exactement la même chose. Alors, je le colle ici et on y reviendra. Donc ce que je veux, c'est parcourir l'ensemble des cellules sélectionnées ou l'ensemble des cellules de la colonne E du tableau. Et pour chaque cellule,
Si le mot traité est marqué dedans, c'est de marquer la ligne ou de supprimer la ligne. Très bien. Donc avant, on va parcourir des cellules. Donc je vais définir une variable qui va s'appeler la cellule. Et il faut qu'elle soit du type cellule, donc de type range. Et il faudra que j'écrive maintenant la boucle avec le mot-clé for each, ma variable la cellule, in, comme on l'a vu sur la syntaxe. Mais maintenant, quelle est la collection que je vais parcourir? C'est l'ensemble des cellules de la sélection. Donc, on peut l'écrire de façon implicite, selection.cells, par exemple, et je mettrai next. C'est tout. Ça, on va le mettre en commentaire, on reviendra dessus. On va essayer de voir concrètement qu'est-ce qui se passe dans ce mot-clé cellule quand on écrit une structure comme celle-là. Donc, j'appuie sur F8. Au début, c'est égal à nothing, c'est un objet. Très bien. F8. Et dès que je commence ma boucle, vous voyez, il y a eu une instantiation. Donc, je regarde à quoi ça correspond. Et en fait, c'est tout ce qui définit une cellule, comme on en a parlé, sur la partie qui traitait des variables. Donc là, on envoie le contenu, ainsi de suite, mais on peut faire autre chose. On peut utiliser la variable, la fenêtre d'exécution et y envoyer l'adresse. Donc on a vu qu'avec debug.print, par exemple, on peut envoyer l'adresse de la cellule avec simplement cellule.adresse. Donc à chaque fois, on aura ici l'adresse en cours. Donc je le remets là. Voilà, donc il commence bien par E4, j'exécute l'ensemble, et bien il passe sur E5, E6, E7, E8, ainsi de suite. Voilà. Ce contenu fait partie de mon cours Excel Macro VBA que je propose sur Udemy. Je vous invite à aller voir la page de description, le lien est dans la description de cette vidéo. Dans ce cours, que vous soyez débutant ou avancé, vous y apprendrez comment il faut travailler avec les bonnes habitudes et tout ce qu'il vous faut comme ressources, que ce soit les ressources téléchargeables, les fichiers utilisés pour les manipulations et aussi des cas pratiques concrets à traiter. N'hésitez pas à lancer les vidéos gratuites pour avoir une idée du contenu. Donc ici, à l'intérieur de cette boucle, quand je lui dirai le mot-clé la cellule, en réalité, il est en train de manipuler les cellules de ma sélection. Donc ce code qui est là peut être utilisé et adapté et mettre en place plutôt la cellule que ActiveCell. Donc du coup, je le replace là. On enlève le commentaire. Voilà. Donc ici, ce sera plutôt si la cellule contient le mot traité. Donc la cellule c'est range. Par défaut, c'est la valeur qui est utilisée. Sinon, je peux forcer et mettre .value. Ça revient au même. Donc on va rester sobre. Et donc si c'est bon, alors on va utiliser la position de la cellule qui est en train d'être en ce moment parcourue. Donc j'enlève tout ce qui est ActiveCell et je mets juste la cellule et on va voir est-ce que ça marche. Donc j'exécute le code, on va y aller d'abord en pas à pas. Voilà, et ça marche bien, très bien. Et je l'exécute dans son intégralité. Et voilà, et ça s'arrête net. Très bien. Donc ici, la différence, c'est qu'on manipule des objets, un objet donc, et une collection forcément. Alors bien sûr, ici, on peut à l'avance, ici, préparer un objet de type plage de cellules qui va contenir par exemple l'ensemble des cellules de la dernière colonne du tableau. On a vu comment le faire. Par exemple, je mettrai une autre variable dim, par exemple, colonne état. Alors, une cellule ou une plage de cellules, c'est range, hein, forcément. Et ici, comme je vais la préparer avant d'y arriver, donc ce sera dans ce cas l'ensemble des cellules de la colonne état. Comme ça, je n'aurai pas à sélectionner. Si je suis dans le tableau, il suffira simplement de l'instancier correctement. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va utiliser la fenêtre d'exécution pour voir juste rapidement un rappel. Comme mon curseur est dans le tableau, ce sera ActiveCell. OK, point current region. Très bien. Maintenant,
Que représente cette colonne-là? En fait, c'est la dernière colonne de mon tableau. Donc, comment est-ce qu'on va repérer la dernière colonne de mon tableau? Ce sera simplement current region columns, en fait. Donc, ça va être ici columns count. Donc, ça va me donner le nombre de colonnes que j'ai. Donc, 5. Alors maintenant, je sais que c'est la 5e colonne. Et il faudra en fait ici faire l'intersection de mon tableau et de la 5e colonne. Donc on peut utiliser intersect pour ça. Intersect, comme vu sur l'atelier précédent, c'est une fonction qui permet de sortir l'intersection entre deux plages ou plusieurs plages. Exemple, je vais lui dire tiens, 5e colonne, intersection, mon tableau. Donc ça va me sortir que cette zone-là. Donc ici, ce que je suis en train de lui dire, c'est la colonne, voilà, qui se trouve à cette position-là, et mon tableau. Donc ce sera encore active cell current region. Et je demanderai l'adresse. Active cell, donc il faut que je reste dans le tableau, une cellule, j'essaye. Adresse, il y a une parenthèse. Oui, il y a une parenthèse en moins. Voilà, et là c'est une collection. Ok, voilà. Donc E3, E9. Alors c'est pratique, même si c'est lent au niveau de la syntaxe, puisqu'on s'en occupe pas. Là si je lui demande, bah, c'est E3, E16 ici. Donc comme c'est long, il vaut mieux le faire en une fois d'abord. Donc tout ça c'est notre objet. Donc cette colonne état égale, voilà. Donc à partir de là, normalement il devrait pouvoir traiter en fait toutes les lignes traitées dans mon tableau où qu'elles soient. Alors, on essaye, j'exécute et voilà. Donc ici c'est mettre bout à bout tout ce que vous savez, mais concrètement les boucles for vous permettent de faire des répétitions contrôlées en fonction de ce que vous avez sous la main. While, when, do, loop s'appuie sur la structure du document. For s'appuie sur un compteur et for each s'appuie sur des objets. Alors ici, comme pour la boucle for, à un certain moment on peut avoir besoin par exemple de sortir de la boucle et donc dès qu'on rencontre le mot-clé exit for, bah, le système va sortir du système directement. Alors, il suffira juste, par exemple, de l'écrire, que ce soit pour la boucle for ou pour la boucle for each, ça marche pareillement. Donc ici, dès la première ligne traitée, il va sortir. Et voilà, donc là, il essaie de sortir, et voilà. Donc, pour la mise en pratique, ça vous permettra de choisir la meilleure boucle qui vous permettra de parcourir les éléments en fonction de votre situation. Nous allons traiter le cas des boucles imbriquées. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement une boucle qui s'exécutera à l'intérieur d'une autre boucle. Et c'est quelque chose de très courant lorsqu'on est obligé de comparer de proche en proche plusieurs données d'un même tableau ou des cellules entre elles. Alors le fonctionnement est le suivant. Vous remarquez qu'ici, nous avons d'abord une première boucle avec un compteur 1, à l'intérieur de laquelle il y a une deuxième boucle. Alors j'ai pris l'exemple de la boucle for, ça peut être n'importe laquelle des autres syntaxes vues précédemment. Donc le principe du fonctionnement est le suivant. Les instructions dans la première boucle, donc au premier niveau, s'exécutent jusqu'à ce qu'on arrive à la ligne for compteur 2. Et là, pour chacune des instructions du niveau 1, la boucle, la deuxième boucle du compteur 2 va s'exécuter en bloc jusqu'à arriver à la fin du compteur 2. Et une fois que la boucle à l'intérieur sera terminée, donc quand on aura fait tout le nombre de passages demandés, ben cette boucle prend fin et la boucle du premier niveau reprend la main pour continuer en fait et passe au prochain élément.
ainsi de suite. Alors, le cas que je donnais tout à l'heure comme exemple, à savoir les doublons dans un tableau, comment est-ce qu'on procède? On prend la première ligne, puis on la compare à toutes les autres lignes du tableau. S'il y a des doublons, on les traite. Sinon, on prend la deuxième et on la compare ensuite, elle aussi, à toutes les autres lignes du tableau, ainsi de suite. Donc visuellement, ça donne ça. Pour chaque ligne de mon tableau, je parcours toutes les autres lignes. C'est-à-dire que je vais d'abord, pour la première ligne, parcourir toutes les autres, pour la deuxième, ainsi de suite. Donc pour chaque ligne, je vais parcourir toutes les autres. Dès que j'arrive sur une occurrence, donc un doublon, je vais le traiter, c'est-à-dire le marquer, le supprimer. Tout dépend du traitement qu'on aura prévu à ce moment-là. Donc si c'est un doublon, je le marque, sinon je passe à la ligne suivante pour voir est-ce que cette ligne suivante aussi est un doublon ou pas. Quand j'aurai fini toutes les lignes, je passe à une deuxième ligne et je fais le même traitement. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? On va regarder cela sur un petit exemple. Donc nous avons une liste avec les noms des représentants et ce qu'on veut, c'est identifier les doublons et puis les marquer là. Et peut-être à la fin, au passage, dire le doublon de quelle ligne c'est. Très bien. Donc ici, je crée une petite macro, donc on va l'appeler doublon. Voilà. Donc ici, il faudra déjà définir mes compteurs. Donc je vais prendre un compteur i. Il est courant de voir des initiales IJ qui sont utilisées comme étant en fait des variables utilisées comme compteurs. Alors, on comprendra pourquoi. Parce qu'en fait, c'est très pratique lors de la création des boucles d'identifier les cellules avec des positions. Donc I et J seront utilisés à ce niveau-là comme étant en fait des éléments qui nous permettront d'identifier la cellule en ligne-colonne. Alors, donc, ma première boucle, ici, ce sera une boucle for. Et je vais mettre des données fixes pour gagner du temps. Donc notre tableau commence à partir de la ligne 2 jusqu'à la ligne 16. Donc du coup, ma première boucle parcourra en fait tout le tableau. Donc je dirais que je pars de 2 à 16. Voilà. Alors, quand il y a des boucles imbriquées, prenez le soin de noter le next suivi du nom du compteur. Pourquoi? Parce que après, vous allez mieux vous repérer. Très bien. Donc, ici, je vais, pour chaque ligne de mon tableau, comparer la ligne à d'autres lignes. Donc, je vais créer un deuxième compteur qui, lui, va partir. Alors, ici, remarquez, si je prends comme élément de repère la cellule A2 et que je veux la comparer à toutes les autres cellules, donc en fait, toutes les autres commencent à partir de A3. Je ne vais pas la comparer à elle-même. Pareil, après, quand j'arriverai maintenant à chercher est-ce qu'il y a des doublons de cet élément, je ne vais pas le comparer à partir du premier, je vais comparer en commençant à partir de la cellule juste en dessous. Donc pour ma deuxième boucle, ce sera une boucle qui partira à partir de i plus 1, aussi jusqu'à la fin. Next j. Très bien. Vous allez voir, on va analyser ça, ce sera très simple. Donc ce que je suis en train de lui dire, c'est que pour chaque ligne du tableau, la comparer, donc comparer la cellule à toutes les autres du tableau en commençant par celle qui est juste en dessous. Donc les cellules, ce sera celles. Donc ici, quand je dirai i, c'est que je suis en fait au niveau de ma première boucle. Ok? Donc la colonne, ce sera toujours 1 puisque nous sommes dans la première colonne. Ok? Maintenant, je la compare à l'élément de la deuxième boucle. Donc ici, ce que je suis en train de lui dire, c'est tiens, pour chaque ligne du tableau, regarde, est-ce qu'il y a une équivalence avec une ligne en dessous? Donc ça, c'est une égalité, c'est un test. Donc en fait, il faudra faire une opération. Je dirais si il y a égalité, alors il faudra marquer la ligne J, par exemple, ou la cellule J. Donc, then, and if, et là, donc la cellule en question, j'écrirai plutôt juste à côté, en face, donc dans la deuxième colonne. Et je dirais doublon,
simplement. Voilà. On va essayer, mais on commence en pas à pas. Donc je commence en pas à pas, et on va s'aider en fait ici, on va s'aider de l'espion. Voilà. Très bien. Donc voilà en fait l'élément qui est en train d'être comparé. Maintenant, on va en profiter pour comprendre un peu. Ici, notre élément de comparaison, donc de base, c'est Kimberley, voilà, donc la première cellule. Par contre, celle-là va évoluer pour comparer donc le même élément progressivement par rapport aux autres. Puisqu'en fait, la boucle for qui est là, remarquez, quand j'arrive à J, ben, je continue à parcourir toutes les autres cellules du tableau. Et quand je rencontre un doublon, ben, je le marque en face. Donc là, on va exécuter jusqu'au bout, et voilà. Donc là, on a doublon, doublon, doublon. Ok. Maintenant que ça marche, bon, il est intéressant de mettre les choses, de rendre les choses un peu plus intéressantes. C'est un doublon, oui, mais de qui? Alors, ben, pas de qui, mais de quoi, je dirais? De quelle ligne? Donc, ici, je vais concaténer, par exemple, le numéro de la ligne au-dessus. Donc, le numéro de la ligne, la cellule qu'on est en train de comparer aux autres, c'est celle-là, et son numéro de ligne est là. Donc, je dirais simplement ça. On va essayer. Voilà. Donc là, ça me dit que c'est le doublon de la ligne 2, d'accord? Je descends, donc doublon de la ligne 5, mais regardez une chose. Ce doublon-là, c'est un doublon de la ligne 4, mais aussi de la ligne 2. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on a cette écriture? Parce que le système va va prendre d'abord le premier Kimberley, le comparer à tous les autres, mais après il va prendre celui-là et le comparer à tous les autres. Donc même si c'était écrit auparavant ici doublon de la ligne 2, bah, le système, puisqu'il est en train de comparer celui-là, il va écraser et écrire. Donc pour laisser une trace du premier doublon qui a été trouvé, on va dire tiens, si c'est égal, et il faut vérifier que la cellule, on n'a pas déjà écrit dessus. Donc on peut faire un deuxième if, et on peut mettre aussi un AND ici. Voilà, on verra bien sûr les opérateurs par la suite, on va faire plus simple. Je rajouterai un if. Donc si cette cellule est vide, alors j'écris dessus. Si on a déjà écrit dessus, je fais rien. Donc on peut imbriquer aussi les if. Donc ce sera, si elle est vide, j'écris dessus. Donc je fais alors then, voilà. Alors, vous allez voir qu'il est important de tabuler, voilà, puisqu'on arrive à mieux lire. Alors, je vais refaire mon traitement, j'exécute et voilà. Donc, cette fois, on arrive à maintenir que ces deux éléments sont les doublons de la deuxième ligne, en fait. Donc, voilà un tout petit peu l'intérêt d'avoir des boucles imbriquées, c'est de pouvoir faire des comparaisons qui peuvent être très complexes à la main. Et le fait de ressortir l'information donc ici au niveau des doublons est très simple à l'intérieur des boucles avec la boucle for et un compteur, puisque c'est quelque chose de très facile à lire et à suivre. Bien sûr, dans les cas pratiques, on va approfondir cela.